Bonjour Michael Ellis, Bonjour. vous êtes le directeur international des guides Michelin et vous êtes aujourd'hui au lycée de la Providence à Dieuze où vous allez tenir une conférence devant des élèves et un certain nombre de personnes invitées, notamment du milieu de la gastronomie. Vous avez accepté aussi à cette occasion de vous prêter au jeu des questions-réponses, de nos questions, de nos réponses. Et on en est d'autant plus heureux que votre parole est plutôt rare. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et ma première question, est-ce que vous pouvez nous résumer le guide Michelin en quelques chiffres? Le guide Michelin aujourd'hui est présent dans 23 pays. On a plus de 20 000 restaurants dans les guides et on a une vraie présence mondiale et on est vraiment le baromètre de la scène gastronomique dans le monde entier. On connaît les inspecteurs par leur dimension très anonyme. Aujourd'hui, quel est le profil type d'un inspecteur du guide Michelin? En général, un inspecteur du guide Michelin sort d'une école d'hôtellerie, comme ici à Dieuze. C'est un professionnel qui a eu au moins entre 5 et 10 ans d'expérience, ou en salle ou en cuisine. Après, il y a une formation qui dure à peu près 18 à 24 mois, et après, il est sur la route. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que, vu le nombre d'inspecteurs qui existent, que vous avez dans vos rangs, il est difficilement concevable que l'ensemble des restaurants que vous avez dans votre guide soient visités une fois par an, comme cela est dit? Ce qui est important de savoir, c'est qu'on a des inspecteurs partout dans le monde où le guide est présent. Et moi, j'ai la possibilité de faire voyager, de faire découvrir d'autres pays par les nationalités différentes. Donc, le corps d'inspection est beaucoup plus important que le corps d'inspection dans un pays particulier. Donc, autrement dit, vous mutualisez les moyens pour les faire voyager d'un pays à un autre, et ce ne sont pas forcément les guides français qui interviennent, les inspecteurs français qui interviennent en France, mais vous pouvez faire appel à quelqu'un qui se trouve dans un des 23 pays que vous avez cités. Exactement. Effectivement, on a bien sûr la majorité des restaurants en France sont visités, inspectés par les inspecteurs français, mais je fais appel aux inspecteurs japonais, italiens, américains, ainsi de suite, pour aussi être sûr que l'homogénéité de l'étoile est partout dans le monde. Concrètement, sur quels critères aujourd'hui se fait l'attribution des étoiles? Parce que c'est la conquête du Graal d'un certain nombre, je dirais, de l'essentiel des restaurateurs. Et qui décide du retrait ou éventuellement de l'attribution d'une étoile? D'accord. Les décisions sont toujours faites d'une façon collégiale. Ça veut dire que l'attribution ou la suppression de l'étoile est faite par unanimité de l'équipe sur place. Les critères sont les critères qu'on utilise depuis plus d'un siècle. D'abord, c'est la qualité des ingrédients. Après, c'est la maîtrise de cuisson et l'équilibre dans les saveurs. On cherche aussi la régularité dans le temps et à travers le menu. Aussi, on cherche la personnalité du chef exprimée dans les plats et puis le rapport qui a été pris. On a parfois du mal à croire quand même ou à comprendre que ce n'est finalement que la qualité de l'assiette qui soit prise en compte, et on a le sentiment, parce que le cadre compte, le service compte, celui-là, comment l'intégrez-vous dans la notation? Je peux vous assurer que depuis toujours, c'est que la qualité de la cuisine qui compte pour l'attribution d'une étoile. Or, la gastronomie, la haute gastronomie a un certain coût, évidemment, parce qu'il faut d'abord les ingrédients de très grande qualité. Il faut du manœuvre aussi de grande qualité. Ces ingrédients ont un certain prix. Ces prix doivent être reflétés dans le prix sur la carte. Et en général, la clientèle, s'ils sont prêts à mettre un certain prix, ils veulent un certain niveau de qualité qui va avec. On sait qu'il y a un temps de rédaction pour un guide. Oui. Il y a également le temps de la mise en page, le temps de l'impression. Tout à fait. Donc à quel moment est-ce que vous arrêtez la sélection pour le guide de l'année suivante? Ça dépend de quel pays, parce qu'on a une rythme différente selon le pays. Mais par exemple, le guide France, en général, le guide est arrêté, je vais dire, probablement vers le mi-novembre, fin novembre. D'accord. Et pour revenir à ces étoiles qui, comme on le disait, c'est vraiment le Graal, c'est vraiment la recherche de cette quête, enlever une étoile, parce que vous enlevez une étoile, on sait que cette décision, elle est lourde de conséquences. Oui. Et comment est-ce que vous gérez, vous, ce retrait? Est-ce que vous le gérez sans état d'âme? Oui. D'abord, je voulais insister sur le fait que les étoiles, évidemment, c'est le parti le plus visible de ce qu'on fait.
mais ça ne représente qu'entre 10 et 15% de la sélection d'un certain pays. Aussi, on a les bibs gourmands aussi qui sont très importants. Ça représente un rapport qualité-prix exceptionnel. Et on a aussi, souvent par exemple en France, on a plus de 1000 restaurants où il y a une formule de moins 20 euros. Donc, le guide Michelin représente la sélection des restaurants où on mange très bien pour toutes les occasions et tous les budgets. Et je dois insister là-dessus. Pour revenir à votre deuxième question concernant la suppression ou l'attribution de l'étoile, bien sûr, on sait que ces décisions sont lourdes de conséquences et c'est fait avec beaucoup de réflexion, beaucoup de visites et d'une façon unanime de la part des inspecteurs. Dès lors que l'on parle d'un étoilé, 1, 2 ou 3 étoiles, combien de visites sont susceptibles d'être faites? En général, on visite chaque année toutes les étoilées 1 ou 2 fois. Si on constate que l'étoile ou les 2 étoiles sont absolument plein pot dans ce qu'il faut, le dossier est clos. Mais si on détecte soit la possibilité d'évoluer dans les étoiles ou on détecte un problème, à ce moment-là, on déclenche des visites supplémentaires. Les chefs qui ne sont pas distingués ou qui éventuellement se voient retirer une étoile, est-ce qu'ils viennent vous solliciter pour avoir des explications ou peuvent-ils le faire et les recevez-vous? Bien sûr, nous encourage tous les chefs dans le guide Michelin de nous contacter, venir nous voir si c'est possible pour prendre connaissance de leur dossier. On ne peut pas leur dire ce qu'il faut faire, mais on peut constater ce que nos inspecteurs ont vécu. Donc vous partagez avec eux, le constat des inspecteurs. On partage ce que les inspecteurs ont dégusté dans l'assiette. Tenez-vous compte aussi des avis des lecteurs, évidemment, mais aussi des internautes, puisque votre site aujourd'hui est très fréquenté. Bien sûr. On reçoit qu'en France, on reçoit entre 35 et 40 000 contacts, que ce soit lettre courrier papier, courrier électronique ou coup de téléphone. Évidemment, nous, on utilise nos lecteurs, leurs opinions de lecteurs un peu comme un indicatif de ce qui se passe. Si on voit beaucoup de courriers positifs ou négatifs, ça nous met la puce à l'oreille pour envoyer des inspecteurs pour contrôler ce qui se passe sur place. Mais les décisions finales, c'est que les inspecteurs, les expériences d'inspecteurs qui sont prises en compte. On voit aussi se développer beaucoup les blogs, les sites communautaires, qui permettent donc aux clients d'exprimer leur avis, et ils ne cessent de se multiplier d'ailleurs. Est-ce qu'ils sont vos concurrents? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, les clients veulent un maximum d'informations. Il n'y a jamais eu autant d'informations disponibles, mais je crois que dans toutes ces informations, les gens ils cherchent une étoile d'or, ils cherchent un baromètre, ils cherchent vraiment un standard, et je pense que le guide Michelin aujourd'hui représente cette standard. Il arrive aussi que le guide Michelin travaille avec des partenaires privés, je pense maisons d'eau minérale, de champagne, sur un certain nombre de manifestations. Oui. Est-ce que vous ne voyez pas là une entorse un petit peu à une indépendance que vous revendiquez? Écoutez, on ne travaille pas avec les restaurants, on ne travaille pas avec les restaurants ou les hôtels qui sont notés dans le guide. Du moment qu'on travaille avec des partenaires qui sont rien à voir au niveau de leur restauration propre, on ne voit aucun problème. Donc les fournisseurs, pour vous, ce n'est pas un problème. Les fournisseurs de ces maisons-là, de travailler avec eux, ce n'est pas un problème sur une manifestation. Du moment qu'on ne fait pas notation de ces produits, moi je ne veux pas aucun problème. Est-ce que vous observez aujourd'hui des nouvelles tendances dans l'offre de restauration en France? Bien sûr. Et quelles sont-elles? En 2014, on a constaté plusieurs évolutions. La première, c'est qu'on voit aujourd'hui dans les régions, dans les petites villes, dans les petits villages même, une restauration qui est florissante. On voit des restaurants, quand je pense par exemple à un restaurant dans le Cantal, dans l'Ariège, je hésite de citer les noms particuliers, mais dans les départements où il n'y a pas forcément une grande concentration d'habitants, on voit les restaurants, les jeunes restaurateurs qui veulent tenter le coup, souvent formés par les chefs chevronnés et qui veulent tenter leur chance et ouvrir un restaurant. On voit aussi les chefs qui sont prêts à casser les codes traditionnels, essayer de faire une cuisine audacieuse, une cuisine osée, et essayer de conquérir une nouvelle clientèle. Et aussi, on voit beaucoup de mouvements par les chefs dans les restaurants, parce que chaque restaurant cherche une équipe qui gagne. Ça ne vous pose pas de problème d'ailleurs dans la rédaction parfois du guide? Bien sûr. Cette année en particulier, quand il y a beaucoup de mouvements de chefs en fin de saison, en automne,
évidemment, on doit être sûr de pouvoir avoir pu tester, visiter assez de temps, des nombres de visites, afin d'assurer une sélection qui corresponde à nos normes. C'est ce qui a motivé la suspension des 3 étoiles de l'Artsbourg, par exemple, puisque vous n'aviez pas la visibilité sur le départ de Jean-Georges Klein et l'arrivée de son successeur. Exactement, c'est exactement ça. Quelle est la contribution aujourd'hui du guide Michelin globalement à la gastronomie française? Qu'est-ce que vous pensez que le guide Michelin apporte à la gastronomie française? Écoutez, le guide Michelin est là pas que pour la gastronomie française, on est là pour la bonne gastronomie. Hein. Ou mondiale, puisque vous êtes présent dans 23 pays. Pour la bonne, évidemment, on adore la gastronomie française. La France est le berceau de la gastronomie, les techniques, les produits. C'est le pays des produits et des techniques. Aujourd'hui, je pense que le guide Michelin donne une visibilité, donne des codes et donne une certaine appréciation pour les produits, pour les maîtrises de cuisson, pour les techniques, qui est la base de la bonne gastronomie. Que pensez-vous de l'exposition médiatique d'un certain nombre de chefs, notamment je pense à la multiplication des émissions de télévision? Est-ce que ça ne modifie pas le jugement que vous êtes susceptible de porter sur eux? Pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, ce type de médiatisation de la gastronomie, que ce soit par la visibilité des chefs ou par la multiplication des émissions télévisées autour de la gastronomie, ça ne fait que refléter le phénomène de la gastronomie en tant qu'une vraie évolution de la mode de vie. Les gens sont partout dans le monde où je voyage, les gens sont passionnés par la gastronomie et c'est plus qu'une mode, c'est vraiment un phénomène de la vie actuelle. Justement, on va parler de l'international un tout petit peu. Vous êtes présent, vous le disiez tout à l'heure, dans 23 pays. Oui. Et on a cette impression donc d'une volonté d'ouvrir de plus en plus à l'international. Quels sont les projets qui sont en cours et pourquoi cette stratégie? Écoutez, le guide Michelin, on est là pour la marque Michelin. L'activité principale de la maison Michelin, c'est la fabrication des pneus et pas les fabrications des guides. Le guide Michelin fait partie de l'ADN de la maison. On est là pour créer la valeur pour la marque Michelin, pour créer la préférence pour la marque Michelin. Donc, on veut continuer de se développer au fur et à mesure que la maison Michelin développe les activités. Première chose. Deuxième chose, on est là pour refléter l'évolution et l'intérêt gastronomique dans le monde. On vient de lancer, il y a mois d'avril, le guide Rio-Sao Paulo au Brésil, le premier arrivé du guide dans le continent américain du Sud. Et on a un autre projet en cours qui sera annoncé d'ici mois de novembre, qui va représenter aussi une nouveauté pour le guide Michelin. Donc, si, comme vous le disiez tout à l'heure, on est sur la marque, on peut imaginer que vous ne devez pas être très loin de la Chine à un moment donné. Parce que... on est déjà en Chine avec le guide Hong Kong et Macao. Évidemment, la Chine, c'est un pays absolument passionnant. Shanghai, par exemple. Shanghai, entre autres, bien sûr. Mais il y a d'autres villes en Asie aujourd'hui qui sont à la fois un intérêt gastronomique et un intérêt pour le groupe Michelin. Une question peut-être un peu plus difficile. En payant, il y a un certain nombre de restaurants qui peuvent figurer. Ceux qui ne sont pas dans le guide papier peuvent figurer sur votre site. Je crois que c'est de l'ordre de 70 à 100 € par mois. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque de confusion? Écoutez, le site Michelin Restaurant, c'est un site justement pour chercher des restaurants. Donc, ce que vous faites référence, c'est ce qu'on appelle le pack de visibilité, pour donner des restaurants qui soient dans le guide ou pas dans le guide, de possibilités pour faire valoir leur offre aux internautes. Et aujourd'hui, le site de Michelin Restaurant, qui a plus de 27 000 restaurants référencés sur le site, il y a que les restaurants qui sont figurés, qui sont bien identifiés en étant dans la sélection du guide Michelin et les autres restaurants. D'accord, donc pour vous, il n'y a pas de risque de confusion, puisqu'on fait bien la distinction. En tout cas, vous prenez le soin de faire la distinction entre les deux. Exactement. Je pense que si vous regardez bien le site, vous allez voir d'une façon très claire les restaurants qui sont dans la sélection du guide Michelin et les autres restaurants. Dernière question, est-ce qu'un établissement vous a déjà demandé de ne pas apparaître dans le guide? C'est très rare. J'allais dire que de mémoire, dans le passé, moi je n'ai pas eu personnellement des connaissances et c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Merci Mike Ali. Merci à vous.